à l'autre bout complètement du spectre. Si tu as des gens qui travaillent très peu dans le domaine financier, puis par leurs bonnes affaires réussissent à se ramasser des sommes colossales, tu as du monde à l'autre bout du chemin qui, eux, doivent sortir leurs bras pour travailler et réussir à se tailler un chèque de paye qui a du bon sens. Quand c'est des adultes, ça va bien. Quand c'est des enfants, il y en a qui peuvent regarder ça d'une façon un peu particulière. Hier, à TVA, on a présenté un reportage chez le journaliste Yves Poirier qui raconte que, en se promenant dans un quartier de Montréal, il est tombé sur un camion de vidangeurs. Dans lequel c'était des enfants qui versaient vidange accompagnés de leur mère. 12 et 14 ans. 12, deux petits gars, un de 12 et un de 14 ans. Je vais vous faire entendre un extrait parce qu'il est allé leur parler à un moment donné. Il y a un montage là-dedans. Vous allez entendre un extrait où ils sont à côté du camion et Poirier leur pose des questions. Et ensuite, il les a rencontrés le lendemain, je pense. Alors, c'était à la lumière du jour. Puis tout ça, ouais, parce qu'il les a filmés de soir avec la grosse caméra d'enquête, la caméra cachée, puis essayer de les prendre au piège, puis c'est donc pas drôle. Gros scandale, écoutez ça. Ils sont assez jeunes, hein, je pense. Ben, on l'a travaillé, 14 ans. OK, 14-15 ans, c'est ça. C'est quand même un métier difficile, là. C'est assez rude, le vidangeur. Non, pas tant que ça. Non? Non, on a Ça fait juste la force. Est-ce que vous les obligez à travailler? Pas pantoute. D'être assis sur le fesse, puis manger, puis engraisser, comme qu'on dit, là. Non, c'est pas ça, mes enfants. J'aime mieux pas rester sur mon divan, puis rester écrasé. J'aime mieux aller travailler. J'étais vendeur de drogue, puis je vendais, puis je n'achetais, puis... là, depuis quand on a déménagé ici, puis j'ai essayé de trouver un job, mais ça a tout changé. Fait que ça que vous avez entendu, c'est le journaliste, la maman et les deux jeunes qui travaillent. Qui travaillent, exactement, qui n'ont pas l'air forcés de le faire pantoute, qui ont l'air même plutôt satisfaits de le faire. Il y en a un qui dit, moi, je vendais de la drogue, là, j'en vends plus maintenant. J'aime mieux travailler qu'être foiré sur mon divan. Exact. Maudite bonne réponse, hein. Et, je sais pas, mais moi, j'ai pas vu de scandale là-dedans. Salut, Doc Mayou. Oui, bonjour. Non seulement il n'y a pas de scandale, c'est excellent de les citer en exemple. Ce sont deux gamins qui méritent d'être cités en exemple. C'est ce que j'allais dire. On peut-tu applaudir, s'il vous plaît? Oui, à deux mains. As-tu remarqué l'insistance du journaliste à essayer de voir une espèce de scandale, un drame humain là-dedans, toi? Comme si c'était aussi pire que les petits-enfants du Bangladesh qui fabriquent des souliers de sport, tabarnouche. Oh oui, ça dépend du nombre d'heures. Si l'activité physique est proportionnée à l'âge de l'enfant et à ses propres capacités physiques, il n'y a aucun problème. Voyons. Vois-tu, c'est quoi l'intérêt de l'enfant là-dedans? Quel est l'intérêt de l'enfant? Est-ce que l'activité auquel l'enfant s'adonne se fait à son détriment ou à son avantage? Est-ce que ces enfants-là sont exploités, sont payés et respectés dans ce qu'ils font? Je pense que le journaliste, il a oublié de... Je pense qu'il s'est fait, voulant attraper du monde en défaut, il s'est fait attraper, puis il a l'air fou. C'est Claude Poirier qui a fait ça? Non, c'est Yves Poirier. En tout cas, c'est pas sa meilleure. Je connais pas Yves Poirier, mais... C'est un bon journaliste, pourtant. C'est un ancien de TQS qui est capable de creuser des dossiers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah non, c'est ça. Là-dessus, alors, pour ceux qui veulent se scandaliser cet après-midi, là, j'aimerais leur soumettre un champ d'exploitation très fréquent dans la grande tribu québécoise. Et c'est l'exploitation par le sport ou dans les sports via les sports de compétition pour enfants. C'est-à-dire? Hockey, athlétisme, patinage artistique, de compétition, auxquels sont soumis beaucoup d'enfants et littéralement exploités par des parents idiots. Hein, expliquez-nous ça un peu, là. Voyons! Expliquez-nous ça. Alors, ce n'est pas dans l'intérêt de beaucoup d'enfants de faire du sport de compétition, particulièrement les petites filles, parce qu'elles sont surentraînées. Et lorsqu'une petite fille est surentraînée, nécessairement sa croissance ralentit et sa puberté est retardée. Mais vous faites une distinction claire gars-fille là-dessus, là. Ben oui. Ben oui, parce que le surentraînement physique n'a pas le même effet chez les filles que chez les hommes. OK. Et pour le Alors, travail... un homme qui est surentraîné, il devient fatigué. OK? Puis il peut se mettre quand même, et puis son taux de spermatozoïdes demeure très bon. Okay. Une femme qui est surentraînée, elle arrête d'ovuler. Elle ne peut plus se reproduire. Ses os deviennent plus friables. Bon, OK, ça, c'est pour le sport. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la nature qui a voulu ça, c'est pas Maillot. Ah, on vous croit sans problème, Doc. Ça, c'est pour le sport. Pour le travail. Alors, souvenez-vous de Nadia Comaneci à 16 ans. Ouais. OK? Elle était comme une petite fille de 10 ans. C'est vrai. Elle avait 4 ans de retard dans sa croissance. Elle l'a repris plus tard. Elle l'a repris à 18 ans.
Mais vous souvenez-vous, entre 14-15 ans, la taille de cet enfant-là? Ah, elle était minuscule, oui. Elle pesait 72 livres. Non, ça avait aucun sens. Allô? Donc, dans elle n'avait pas de sein, elle n'avait pas de fesses, elle n'avait pas de hanche, elle n'était pas pubère. C'est ça. Mais pour le travail, là, si on revient au travail, Doc, oui. Ces 2 fillettes de 14 ans qu'on voit dans le reportage hier qui ramassent les vidanges, est-ce que vous faites une distinction? Ça dépend. Est-ce qu'elles ont la force physique pour le faire? Sans problème. Écoute, ramasser des vidanges, les petits sacs verts sur le bord de la... Écoutez, si une femme adulte est capable de le faire, des jeunes filles de 14 ans sont tout autant capables. Ouais. Dans la tribu québécoise d'aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression... Parce que, souvenez-vous que les jeunes filles à 14-15 ans ont terminé leur croissance. Alors donc, elles ont à peu près la même force physique qu'une femme adulte. Ben oui, pour la plupart. Alors, allez-vous-en dans les cours d'école, regardez les 14 ans. Par contre, les gars de 14 ans, c'est pas pareil, là. Les gars de 14 ans, il leur manque de 4 à 6 pouces encore. Et de les voir travailler hier, on les voyait ramasser des sacs de vidange, oui, mais aussi des poubelles. Tu vois même un petit gars, le plus petit des deux, aider sa mère à monter une poubelle en métal pour la mettre, pour vider son contenu dans le camion. Si la mère est capable de ramasser les vidanges, le petit gars de 14 ans est capable de les ramasser. Un petit gars de 14 ans avec une femme adulte, c'est pas mal équivalent. Ouais. C'est rare assez facilement. Doc, malheureusement. Et même plus. Je dirais 12 ans. Ouais. À 12 ans, la plupart des petits gars, 12-13 ans, la plupart des petits gars sont aussi forts que leur mère. Ouais. Vous avez entendu la mère, à un moment donné, je sais pas, Doc, si c'était clair dans votre téléphone, oui. Mais vous entendez la mère dire, moi, tant qu'à les voir traîner dans la maison puis se faire du lard, aussi bien les voir travailler. Foirer sur le divan. Exact. C'est évident. Je suis content d'entendre. S'ils sont payés et ne travaillent pas, on les empêche pas d'aller à l'école, de s'instruire, puis qu'ils ramassent les vidanges pendant quelques heures. C'est comme ceux qui distribuent les journaux. Ceux qui distribuent les journaux le matin avant d'aller à l'école. Bingo! Moi, le raisonnement que j'ai, Doc, puis on a un adolescent à la maison qui arrive à 13 ans et demi, puis la réaction que j'ai, puis c'est peut-être une réaction au premier degré, je me dis, tabarouette, c'est une bonne affaire, ils vont apprendre c'est quoi une pièce. Gagner une pièce. Regardez les gars, là. Dans ma propre famille, avec nos enfants, là, à 14 ans, les enfants conduisaient un tracteur de 65 000, l'ensileuse de 28 000 et le wagon en arrière de 7 ou 8 000. Faites l'addition. Ouais. Un jeune de 14 ans qui ensilait dans le champ. Alors, écoutez, si vous êtes nul à 14 ans, imaginez-vous pas que vous allez être beaucoup plus intelligent à 18. Puis en plus, le grand 14, tu vois, tu fais de la drogue. J'en consommais. Mais es-tu mieux à ramasser des chocs avant de la drogue? Je pense que oui, là. Hey, le journaliste s'est fait avoir comme un enfant d'école. Mais qu'est-ce qui se passe dans les salles de nouvelles, Doc, actuellement? Il y en a beaucoup des cas comme ça de journalistes qui se font avoir puis qui voient des scandales où il n'y en a pas. Puis c'est un gars, là, hier, qui a fait le reportage, là. Et où le problème des médias actuellement? Non, mais écoute, c'est parce qu'il y a des hommes adultes qui ont pas beaucoup de jugement. Tu sais, je déplore le jugement féminin à l'occasion, mais il y a des hommes adultes aussi, un bon pourcentage qui n'ont pas un once de jugement. Alors, c'est un petit clin qui s'est fait avoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est en présence là, par contre, Doc, mon Dieu, renversons en vapeur un petit peu, d'une femme qui me semble avoir beaucoup de jugement. Regarde, tant qu'elle est laissée traîner, la mère, tant qu'elle est laissée traîner sous le divan, aussi bien qu'il travaille. Oui, c'est très... C'est extraordinaire. Moi, quelle belle... Il y a une leçon de vie là-dedans qui est formidable. Et il me semble qu'on voit pas ça souvent. Le type voulait créer un scandale et il vient de créer un exemple à suivre. Et ce qu'il raconte dans son reportage, ce bout-là, je l'ai pas mis, c'est que c'est des citoyens du secteur où les enfants travaillent avec leur mère en ramassant les vidanges qui ont appelé pour dire que ça n'avait pas de bon sens. Non, c'est pas des citoyens qui ont appelé pour ça. Ce sont des citoyennes. Hey, là, elle lutte pas la gonzesse, toi, là. Écoute, ça, le manque de jugement féminin, il faut le voir là où il est. Il n'y a pas un homme qui va appeler pour ça. Non, uniquement de la gonzesse. Hey, de la québécoise, pas de cervelle. Wow! De la québécoise à la landrie, c'est-à-dire cervelle d'oiseau. Parlez-vous de moi ou quoi, là? Non, à la Landry. Bernard Landry. Bernard, souviens-toi. Bernard, lorsqu'il a déployé la cervelle d'oiseau de certaines mères qui ne préparaient pas, qui étaient trop chiennes pour se lever le matin pour préparer le déjeuner à leurs enfants. Hey, ça lui a valu l'opprobre d'une partie de la gonzesse québécoise. La Fédération des femmes, tu te rappelles, Doc, qui était tombé dessus, ça n'avait pas de sens.
Ah, boy. Hey, Doc, pendant qu'on tombe au bout du fil, je sais pas si tu veux qu'on en parle, je sais pas si on peut en parler, mais tu m'as dit quelque chose tantôt quand on s'est jasé au téléphone, que j'ai trouvé... On a-tu le droit d'en parler ou on n'a pas le droit? Ben, voyons. Tu fais des rencontres importantes? Oui. Ben, oui, écoute, je suis peut-être un renégat de ma profession, mais je suis respecté. Et je suis allé passer une petite demi-heure avec le nouveau ministre de la Santé pour lui expliquer comment faire pour pour améliorer le traitement de la schizophrénie au Québec et sauver une fortune ce faisant. La schizophrénie est la maladie qui coûte le plus cher dans notre pays, en coût direct et en coût indirect. C'est-à-dire, c'est la maladie qui occupe le plus de lits au Canada. Deuxièmement, c'est une maladie qui est dévastatrice et qui a des coûts sociaux très élevés. Et je te parle, c'est une maladie où il y a régulièrement des agressions, de la violence, et des meurtres envers des broches. C'est ça, donc criminalité extrêmement importante. Là. Oui, à cause de la psychose. Alors, schizophrénie, c'est pas reposant. Et j'ai découvert, pendant les 29 dernières années, et je suis parvenu à un point où je peux conseiller des approches des approches médicamenteuses beaucoup plus efficaces et moins coûteuses. C'est paradoxal parce qu'avec mes mégadoses d'antipsychotiques, OK, en donnant des doses très élevées d'antipsychotiques dans les gros cas de schizophrénie, je pourrais faire sauver une fortune à l'État québécois. Mais pourtant, est-ce qu'on t'a pas blâmé pour ça, Doc? Oui, mais j'ai signé une entente avec le Collège des médecins. C'est moi qui ai gagné. J'ai signé une entente le 21 février 2008 avec le syndic lui-même et son avocat, où on a défini, on a encadré cette pratique-là. Non, d'accord, mais ça veut dire que t'as tellement eu raison. Attends un peu. Ça veut dire que t'as tellement eu raison dans ce que t'as fait que maintenant tu peux aller rencontrer le nouveau ministre de la Santé pour lui dire « Hey, by the way, Doc Bolduc, voici ce que je fais, puis voici les résultats que ça donne, puis voici là où vous pourriez économiser de l'argent puis avoir un meilleur traitement. » Il a accepté de vous recevoir pendant une demi-heure après. Oui. Bon, oui, puis écoute, il n'y a pas de cachette là, on ne commencera pas à jouer à cachette. Comment vous l'avez trouvé? Très correct. On a rencontré, nous, M. Bolduc pendant sa campagne électorale parce que ça donne qu'on est dans son comté. Puis c'est la réflexion qu'on s'est faite, Jérôme et moi. Hey, ça a l'air d'un gars qui est 2 pieds sur terre. Ça a l'air d'un gars, comme ministre de la Santé, en tout cas, rassurant puis pragmatique. Comment vous l'avez trouvé, vous, Doc? Bon, oui, effectivement, il est très attentif. C'est un type définitivement brillant et extrêmement attentif. Alors, il est hyper concentré sur ce que tu dis. J'ai l'impression que, avis aux 2 de pique, n'allez pas rencontrer le nouveau ministre de la Santé. Si vous êtes un peu cabochon, pas vite, non. C'est un type qui est vite. Il est extrêmement concentré et attentif à ce que l'interlocuteur dit. Et de quelle façon vous le comparez? En avez-vous rencontré beaucoup d'autres, des anciens ministres de la Santé? Vous le placez où? Non, j'en ai jamais rencontré. J'ai pas l'habitude de fréquenter ces cercles-là. Et ce n'est pas dans le but de faire de la politique, c'est dans le but, je suis décidé à faire part à la collectivité de l'amélioration spectaculaire du traitement de la schizophrénie que j'ai mis au point et qui va sauver une fortune. De plus, j'ai effleuré aussi le sujet de l'abus éhonté d'utilisation d'antidépresseurs au Québec. 4 millions de prescriptions mensuelles en 2007 au Québec, c'est hallucinant. Écoute, ça n'a pas de maudit bon sens. Tu divises ça par 10, ça te fait quoi? 10-12 mois par année, ça fait au moins 300 000 personnes, 250 000 de personnes au Québec soumises aux antidépresseurs. C'est hallucinant. L'Ativan au Québec, 4e médicament le plus prescrit dans la tribu. L'Ativan, c'est de la boisson en comprimé. Allô? Il y a quelque chose qui marche pas. Mais Doc, il a été... Et là, j'ai pas parlé du Rivotril. Et toutes ces espèces de pilules supposément miracles là. Doc, as-tu senti de l'ouverture? Tu sais, je veux pas... Oui, tu sais à quel point... Attends un peu. Oui. Tu sais à quel point... moi, je t'aime beaucoup, là. Mais tu sais qu'il y a quand même une réputation qui te précède. Tu sais, quand ça cogne à la porte, puis ça donne que c'est Doc Mayou qui rentre, peut-être qu'il y a du monde qui sont un peu sur leur cante à soi, là, tu sais, sur leur réserve un peu. Tu sens ça quand t'as rencontré ce gars-là? Ou non, au contraire, il était très ouvert à tes idées? Il n'aurait jamais accepté de me rencontrer. S'il y avait eu une réserve ou un embarras quelconque, il n'aurait jamais accepté de me donner un rendez-vous. C'est bon signe. En d'autres mots, on a quelqu'un maintenant qui est ouvert à autre chose que les idées préconçues, puis qui se laisse pas influencer par l'opinion que les gens peuvent avoir de tout un chacun. C'est bon à savoir, ça. Ben oui, regardez les gars. C'est qu'en 2004, on m'a appris que ma pratique avait été étudiée dans le comté de Masquinongé.
OK? Alors, le comté de Masquinongé, c'est un grand rectangle, puis il y a une ville qui s'appelle Louisville, qui est en bas de ce rectangle-là, et j'opère une clinique externe à cet endroit-là depuis 19 ans. OK? Et ils ont découvert que dans le comté de Masquinongé, 2002, 2003, 2004, il y avait eu une diminution des admissions en psychiatrie. Oups. Pour les citoyens du comté. Et que c'était la seule, on m'a dit que c'était la seule place au Québec où ça se produisait. Partout ailleurs, ça augmentait les réhospitalisations en psychiatrie. Et j'ai dit au ministre, j'ai dit, c'est assez rock'n'roll. Il n'y a jamais personne qui m'a demandé en quel honneur, Mayou, c'est comme ça chez vous. Parce qu'il y a seulement moi qui est là à temps partiel avec une infirmière à plein temps. Ah, c'est pas compliqué que c'est à cause de quelque chose qu'on fait. Exact. Et c'est ce que tu es allé... Il n'y a personne qui a eu la décence de dire mais You, qu'est-ce que tu fais? En quel honneur? Pour un comté entier, il y a une diminution des réadmissions en psychiatrie pour les patients psychiatriques, alors que partout ailleurs, ça augmente. Allô? Êtes-vous sérieux quand vous parlez de couper les coûts? C'est ça. Alors, au lieu de te tirer dessus, peut-être qu'il aurait dû regarder effectivement ce que tu es en train de faire. Jamais le collège des médecins est venu voir un seul de mes patients qui était soumis aux mégadoses. Pensez-vous que c'est normal? Ben, je pense que poser la question, c'est y répondre. Doc, je te laisse là-dessus. On se reparle bientôt. Gros merci. Salut. Bye. Bye bye, Doc Mayou. Il est 4h32. Vous êtes dans le retour à Choix Radio X. Live à radiox.com si vous avez envie de commenter, de nous apprendre des affaires. On lit ce que vous nous écrivez. Quand ça a d'allure, on en parle. On revient sur pas long.